Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire sur la Digital Factory. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné, donc je suis le directeur général de Selenza, je suis accompagné de Sébastien et Benjamin qui vont chacun se présenter. Donc pour ma part, Thomas Leblanc, DG de Selenza, ça fait 10 ans que je suis dans cette entreprise et j'ai occupé diverses fonctions de commercial à directeur commercial puis à directeur général. Sébastien? Bonjour à tous, donc Sébastien, je suis Chief Digital Advisor. Je suis depuis quelques années maintenant chez Selenza et précédemment j'étais CTO Cloud. Benjamin? Bonjour à tous, donc moi c'est Benjamin Tava, je suis Digital Advisor chez Selenza. Et précédemment, j'étais Technical Officer sur différentes technologies cloud, Azure. Merci messieurs. Donc une petite précision technique ou plutôt logistique. Comme vous pouvez le voir, vous avez un petit bandeau sur votre droite. N'hésitez pas à nous poser des questions. Elles nous arriveront au fur et à mesure et nous les traiterons. Merci beaucoup. Donc la Digital Factory, pourquoi et comment la mettre en place? Sujet vaste, sujet d'actualité. Avant de rentrer un petit peu dans les détails de cette Digital Factory, ce que je voulais faire, moi, c'était vous parler donc Digital Factory égale transformation digitale. Alors la transformation digitale, elle peut s'écrire sans majuscule ou avec une majuscule, et je vais m'attarder un petit peu sur cette transformation digitale avec majuscule d'un point de vue un petit peu global. Je vais faire appel à vos souvenirs, à votre mémoire. La transformation digitale, j'aimerais la comparer à la révolution industrielle. La révolution industrielle du 19e siècle, euh, qui est une révolution qui a fait basculer notre société, qui était à dominante, à dominante agraire, les gens vivaient de l'agriculture, à dominante artisanale. Cette société, elle s'est transformée vers une société commerciale et industrielle euh, à travers cette révolution industrielle. Alors, comment elle est apparue? Elle est apparue grâce surtout à un progrès. Alors on parlait de progrès technique à l'époque et pas de progrès technologique, mais à travers un progrès qui a été le boom du ferroviaire. Le boom du ferroviaire, à peu près en 1840, a affecté profondément tous les secteurs d'activité, l'agriculture, mais aussi les transports, l'économie, le flux de marchandises. Et le boom ferroviaire a permis d'accélérer également euh, euh, toutes les innovations, toutes les découvertes qui ont favorisé l'industrialisation à cette époque. Euh, les progrès techniques et les progrès méthodologiques ont donc vraiment pu accélérer cette industrialisation et cette révolution industrielle. Les progrès techniques à l'époque, on parle de quoi? On parle de la machine à vapeur, on parle de l'ampoule, on parle du cinématographe, l'ancêtre du cinéma, on parle de la locomotive, et les progrès méthodologiques, il a fallu s'adapter, et donc certains grands penseurs ont mis en place des méthodologies qui étaient beaucoup plus orientées vers l'industrie et qui pouvaient permettre de gérer un peu cette accélération à travers le Fordisme ou à travers le Taylorisme. Alors la transformation digitale, cette fois, c'est un phénomène qui ressemble à la révolution industrielle, donc d'un point de vue macro, euh, mais qui est encore plus impactant et encore plus puissant que la révolution industrielle. Pourquoi plus impactant, plus puissant? Surtout pour deux raisons majeures. La première, c'est que cette transformation digitale, elle pénètre toutes les strates de la société. Les jeunes, les moins jeunes, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Elle pénètre le monde, la sphère privée, elle pénètre le monde de la sphère publique, elle pénètre l'entreprise, elle pénètre les administrations, elle pénètre un petit peu tout le monde. Et puis, elle subit aussi un phénomène d'accélération du fait de son appropriation massive. En quelques années, on a vu le boom le boom des smartphones. On a vu qu'on est passé de la 2G, de la 3G à la 4G, à la 5G. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont fait que tout le monde s'est approprié ces progrès. Et donc, ça a engendré une transformation globale, une transformation digitale. Alors, les entreprises doivent s'adapter. Euh,
elles doivent absolument appréhender cette transformation, appréhender les progrès technologiques cette fois. Et quelles sont d'ailleurs les innovations, les progrès technologiques qui aujourd'hui sont à appréhender justement pour accélérer dans cette transformation digitale? Eh bien, il y a la performance des infrastructures qui ont permis toujours aux moyens de télécommunication de faire passer de la data, toujours plus de volume de data et toujours plus rapidement. Il y a le cloud, bien sûr, et le mobile. Alors, les entreprises, elles tentent depuis quelques années d'appréhender tous ces progrès. On parle de Digital Factory depuis à peu près 2014-2015. Les grandes entreprises, CAC 40, SBF 120 en France, ont commencé à créer leur Digital Factory à peu près au milieu des années 2010 en 2015. Beaucoup d'ailleurs ont réussi à appréhender tout ce progrès technologique. Elles y sont parvenues grâce à leur direction des systèmes d'information, grâce à leur direction digitale, leur service informatique. Mais aujourd'hui, Selensa a voulu se saisir du sujet parce que accompagner des clients, accompagner des entreprises dans leur transformation digitale, ce n'est pas forcément que des entreprises du CAC 40, ce n'est pas forcément des entreprises du SBF 120, il y a aussi des PME, des ETI. Et on voulait voir justement avec mes comparses Sébastien et Benjamin, comment appréhender ces progrès technologiques, cette transformation à adresser lorsqu'on n'est pas une entreprise du CAC, lorsqu'on n'a pas forcément des centaines de millions d'euros à consacrer et qu'un COMEX a dit je vais poser 150 millions sur la table pour justement adresser cette transformation. Alors, il y a une question majeure que les entreprises se posent et leur organisation, c'est surtout comment une entreprise, comment une organisation aujourd'hui peut appréhender l'accélération du progrès technologique. Comment elle peut créer une approche pérenne pour se saisir des sujets innovants, des sujets de transformation, des sujets d'actualité dont tout le monde entend parler, la collecte de données, la monétisation de ces données, la logistique 4.0, 5.0, l'évolution des cadres réglementaires, juridiques, légaux, ou encore comment déjouer toutes les attaques, toutes les problématiques de cybersécurité. C'est Sébastien qui va commencer à répondre en vous parlant de l'émergence des Digital Factory. Merci Thomas. Donc effectivement, ce que nous on observe chez Selensa depuis plus de 2 ans, bien 3 ans, et ça avait commencé déjà avant la crise sanitaire qu'on a connue, mais ça s'est grandement accéléré pendant cette crise. C'est effectivement une accélération de la transformation des entreprises et donc le besoin de créer ces Digital Factory. La création de ces Digital Factory vient en réponse effectivement à des attentes croissantes du business de se transformer, de mettre en place des évolutions et un besoin de se recentrer, les solutions, les produits et l'entreprise sur le besoin des utilisateurs et donc de la personnalisation. Aujourd'hui, on passe très clairement d'un système plutôt tourné vers le taylorisme à du tailor-made et donc vraiment de la personnalisation. Ce qui impose au DSI et à toute l'entreprise de repenser sa structure IT pour pouvoir répondre et mettre en place de fait ces Digital Factory. Donc on va développer par la suite et je vais passer la main à Benjamin pour vous présenter la définition de la Digital Factory. Merci Sébastien. Alors, comme on l'a vu avec Sébastien à l'instant, l'accélération de la mise en place des Digital Factory et de la production de produits numériques entraîne la création de structures autonomes. Donc, on va voir ce qu'on retrouve dans cette structure autonome, avec un objectif très clair, c'est de livrer en production des produits numériques. Dans cette Digital Factory, on va retrouver l'ensemble des ressources humaines et techniques afin de délivrer ces produits en production. Qui dit production dit qu'il faut maintenir un haut niveau de service. Donc, en termes de disponibilité,
de sécurité et qualité des produits livrés. Autre caractéristique très forte d'une Digital Factory, c'est la rapidité. Donc on va dans un monde qui va de plus en plus vite et on a besoin de time to market réduit sur les produits qu'on met en place. Donc la Digital Factory se doit d'être rapide, efficace, et pour ça, on retrouve de très fortes notions d'industrialisation en son sein, que ce soit au niveau des processus ou des technologies, afin de pouvoir automatiser l'ensemble de la chaîne de production. Et c'est des notions qu'on retrouve, d'où le nom factory, entre guillemets. Donc c'est des notions très importantes. Maintenant, on a vu ce qu'était une Digital Factory pour nous, on va voir ce qu'elle n'est pas. Et on retrouve assez souvent mélangé, ou en tout cas intégré ou très proche, deux notions, une autre notion qui est le Digital Lab, qui ne court pas du tout après les mêmes objectifs. Le Digital Lab travaille sur l'expérimentation, là où la Digital Factory est vraiment dans la production d'applications. Nous n'avons de fait pas les mêmes contraintes, pas les mêmes contextes. Un lab va mettre une sécurité qui correspond à son niveau de criticité, qui est souvent plus faible, et des notions de qualité plus faibles, puisqu'en règle générale, on n'a pas d'utilisateur réel dans un lab. On est en termes de données sur l'échantillonnage ou de la fausse donnée, entre guillemets, donc on a une criticité moindre, là où la factory, on travaille avec bien sûr des utilisateurs réels et des données réelles, qu'on doit avoir un haut niveau de sécurisation. Donc le Digital Lab, on le garde pour le test and learn. Il a sa façon de fonctionner et c'est très bien, là où la Digital Factory travaille sur la valeur pour les utilisateurs finaux. Donc on a vu ce qu'était et ce que n'est pas une Digital Factory. Maintenant Thomas va vous expliquer ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une Digital Factory à travers ses principaux éléments structurants. Merci beaucoup Benjamin. La Digital Factory, déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que Selensa a pris ce sujet à bras-le-corps, puisque en tant que cabinet de conseil IT, nous étions amenés à travailler très régulièrement avec des grands cabinets qui avaient défini des schémas de mise en œuvre de Digital Factory. Et nous avons pu suivre, alors souvent dans des grandes ETI ou des grands comptes, mais pas présents à l'international, dans des comptes dans lesquels en fait il n'y avait pas d'impact sociaux et pas d'impact administratif sur la création de ces Digital Factory. Selensa a travaillé avec des grands cabinets qui avaient établi des schémas de mise en œuvre de Digital Factory. Pourquoi on a pris le sujet? C'est tout simplement parce que malheureusement, on a pu constater des écueils. On voulait vous les partager. On va vous les partager. Et moi, je voulais tout d'abord aborder des sujets importants pour la mise en œuvre de cette Digital Factory, lorsqu'on a l'idée de créer cette Digital Factory, d'aborder des sujets qui sont majeurs et importants au sujet de la gouvernance, au sujet de la création et la constitution des équipes, même si je suis le moins technophile au sujet des technologies, mais je passerai un petit peu la main à Sébastien pour qu'il aborde ces sujets. Et surtout, un sujet important, c'est comment financer sa Digital Factory. Au sujet de la gouvernance et des équipes, quand on parle de Digital Factory, la plupart du temps, et Benjamin vient de le dire, Sébastien aussi, on parle d'une organisation qui est au service du business, au service de l'organisation, au service de l'entreprise. Elle doit donc être une structure autonome, mais une structure qui doit être très réactive. Donc on parle très régulièrement d'organisation souple, d'organisation agile, et je pense qu'il n'y a pas forcément de modèle type. Elle doit être calée et elle doit pouvoir s'intégrer, coexister à travers une organisation existante, parfois une organisation, une entreprise qui existe depuis des dizaines d'années. Et elle doit respecter son organisation singulière, son organisation atypique, particulière. C'est aussi l'organisation et les people, c'est un actif des entreprises. Donc,
pouvoir respecter ces organisations, c'est très important. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait de modèle type d'organisation d'une Digital Factory. On doit pouvoir se caler et on doit pouvoir coexister avec l'organisation de l'entreprise qu'on adresse. Cependant, il doit y avoir une gouvernance, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, cette gouvernance ? Cette gouvernance, elle doit s'assurer justement de la coexistence entre l'entreprise et sa Digital Factory. Elle doit apporter une vision claire, précise, consensuelle et donner un sens à cette Digital Factory. Elle a également aussi un rôle important de change management. On va venir disrupter un marché dans la Digital Factory. On va venir perturber les lignes. Et il faut s'assurer de pouvoir intégrer de façon cohérente ce qui va sortir de cette Digital Factory. Et du coup, on doit absolument conduire les équipes à l'appréhension de ce changement. La gouvernance de cette Digital Factory, elle doit ne pas trop être hiérarchisée. Elle doit avoir une ligne de commandement qui doit être claire, précise, consensuelle, appréciée de tous, mais qui doit permettre une prise de décision très rapide. Elle doit insuffler un état d'esprit de création. On doit beaucoup plus miser sur le collectif que sur l'individuel. Elle doit être basée sur la collaboration et favoriser tout ce qui est idéation, génération de nouvelles idées. Elle doit favoriser le collectif, comme je vous le disais. Elle doit valoriser l'échec aussi, puisque l'agilité et la souplesse des équipes vont permettre aussi, comme on dit souvent dans les startups, de pouvoir pivoter. Parce qu'une idée qui germe peut permettre de mettre la main sur des nouveaux sujets sur lesquels on peut continuer d'investir, mais sur un produit que finalement on va abandonner. Puisqu'il doit y avoir clairement une clairvoyance sur les outils numériques qui vont sortir, clairvoyance sur l'outil en soi et sur son acceptation et son intégration dans l'entreprise. Les équipes, elles doivent absolument être pluridisciplinaires. Quand on parle de Digital Factory, tout le monde pense à des grands plateaux start-up avec des gens organisés en feature team, mais il n'y a pas que ça. Il y a des équipes d'UX, il y a des équipes de communication, il faut pouvoir faire une com puissante de ce qu'on met en œuvre dans la Digital Factory. Il y a des équipes RH, on va recruter des gens qui ne sont pas forcément les gens qu'on recrute dans l'entreprise. On va travailler sur des technologies qui ne sont pas forcément les technologies sur lesquelles on travaille dans l'entreprise. Donc, il faut absolument tous ces services pluridisciplinaires, et c'est un vrai challenge que de pouvoir animer une équipe de talents très complémentaires dans un but commun et savoir tirer le meilleur de chacun. Je pense aussi, et je suis assez convaincu qu'il y a des cycles de produits, même à travers cette Digital Factory, et donc il faut être en capacité de pouvoir faire rentrer les bonnes personnes au bon moment, les bonnes matières grises à chacun des bons moments du cycle du projet. Donc, on doit être en capacité de créer, je pense, une core team qui doit être présente tout au long du projet, tout au long de la vie de cette Digital Factory, mais il faut aussi pouvoir s'appuyer sur des compétences dont on a besoin au début de projet, pas forcément à la fin, des problématiques qui peuvent être des problématiques technologiques, mais je laisserai Sébastien y revenir, mais on a besoin parfois d'avoir des développeurs front, des développeurs back, on a besoin d'avoir des DevOps pour mettre de la qualité, il va en discuter, il va en parler tout de suite. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les technologies à mettre en œuvre au sein d'une Digital Factory ? Tout à fait. Ce qu'il faut voir en fait dans les Digital Factory, c'est que la technologie ou les technologies abordées par ces entités sont un vrai levier très puissant en fait, à la fois pour le recrutement et à la fois pour le time to market. On va être beaucoup plus à même de travailler sur des technologies de type cloud, PaaS, qu'on ne peut l'être dans le SI classique pour toute l'histoire en fait que draine le SI. Et donc vraiment ces structures et l'utilisation de ces technologies va être un levier à la fois pour disrupter plus rapidement le business
et à la fois pour trouver de nouvelles personnes à embarquer dans cette Digital Factory. Merci Sébastien. Et encore une fois, quand Sébastien en parle, on est vraiment sur cette organisation qui choisit des people, qui choisit des technologies. En fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer, on essaye de disrupter un marché, créer des nouveaux assets digitaux qui vont permettre de faire briller l'entreprise et en essayant de ne pas avoir la contrainte d'un gros bateau et de l'inertie d'un gros bateau. Une entreprise du CAC 40, une grosse PME, voilà, on a une entreprise établie avec un système d'information, une organisation propre et on a une inertie puissante. Lorsqu'on va essayer de mettre en œuvre un nouvel asset digital, bah, les gens vont vouloir essayer de travailler sur des technologies qu'ils maîtrisent. La Digital Factory, elle permet justement d'adresser ça sans avoir à supporter l'inertie de ce gros bateau à côté. Donc les méthodologies qui sont mises en œuvre pour ces Digital Factory, on est très souvent sur des méthodologies qui valorisent le produit, sur de l'agilité, de la souplesse. Et nous, on a pu constater qu'il y avait un écueil parfois. Il faut faire très attention aussi dans ces Digital Factory. Ce sont des organisations qui se créent et qui se créent très rapidement. C'est la dimension humaine. Euh, on doit absolument faire attention aux people qui constituent cette Digital Factory. Un nouvel asset digital, il doit faire grandir la valeur perçue par les clients, mais il est important aussi que cette valeur elle soit perçue par l'entreprise et par les collaborateurs de cette entreprise. Enfin, dernier sujet que je vais adresser avant de laisser la parole à Sébastien, le financement. Comme je vous le disais, des grandes organisations, des grandes entreprises CAC 40 et autres, on a un choix, COMEX, d'adresser un budget à l'innovation. Et ces entreprises ont créé des Digital Factory, se sont fait la plupart du temps conseiller et se sont fait accompagner pour la mise en œuvre de ces Digital Factory. Elles adressent le marché et autres. Mais vous avez aussi des grosses PME, des ETI, qui n'ont pas forcément ces budgets à mettre en œuvre. Et donc, nous, Selensa, on a essayé de travailler avec des grosses ETI, des grosses ETI sur comment mettre en place ma Digital Factory. Bah, on s'est tous dit que la meilleure des façons, c'est de trouver et de créer des ateliers et de travailler avec les équipes de la Digital Factory sur un quick win. On a besoin de quoi? On a besoin de légitimiser la démarche d'une direction, la direction de la Digital Factory, légitimiser justement toute cette mécanique. Et pour ce faire, on a besoin de trouver un ROI puissant, trouver un asset digital qui va s'exprimer tout de suite auprès des utilisateurs, auprès des clients, de l'entreprise, auprès des personnes de la Digital Factory. Il faut réussir à trouver le ROI le plus puissant. Enfin, chose importante aussi, une Digital Factory, elle vient disrupter un marché et du coup, elle est à l'inverse de ce qu'on appelle de l'état de l'art. Et donc, on peut aussi regarder des financements à travers des crédits d'impôt recherche ou des subventions. Elles sont nombreuses et régulières sur ce type d'organisation. Sébastien, je te laisse poursuivre. Oui, tout à fait. Du coup, on va passer maintenant sur la contextualisation, en fait, pour reprendre un petit peu ce que vous a présenté Thomas et Benjamin. On va recontextualiser pour bien comprendre le positionnement à chaque étape et notamment celui de la Digital Factory. Donc, aujourd'hui, les grands objectifs dans une entreprise, c'est d'explorer, de mettre en place des phases d'exploration pour se transformer le métier. Donc ça, c'est adressé par la partie innovation R&D dans les entreprises. Le deuxième niveau, c'est l'expérimentation. L'expérimentation est là effectivement pour mettre en place des tests et utiliser des technologies de rupture pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux ou aux futurs enjeux du business et qui proviennent le plus souvent de ces phases d'innovation R&D.
Et le troisième niveau, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie disruption où effectivement, on va être là pour accélérer, et c'est les Digital Factory qui adressent ce niveau-là, et elles vont être là pour accélérer la transformation de manière massive dans l'entreprise. Pour reprendre un petit peu, donc la partie, le rôle de la R&D, comme je vous le disais, on est vraiment sur de l'exploration de nouvelles orientations, de nouveaux besoins métiers. Donc là, on touche vraiment au cœur business, de l'entreprise. Comment faire évoluer ce cœur business? Comment se positionner par rapport, au secteur, d'activité ou, pour, toucher de nouveaux secteurs d'activité. Sur, la partie Digital Lab, on est, effectivement sur de l'expérimentation, du test and learn. C'est souvent, des, usines APOC, c'est Digital Lab et on est dans un cadre sécurisé parce qu'on n'utilise pas de données bouchonné, mais effectivement, on va se permettre, des facilités avec des niveaux de sécurité et d'industrialisation, qui ne nous permettront pas forcément, en tout cas c'est POC, de les convertir en produits, en solutions, pour être déployés auprès des clients. Et le troisième niveau, celui de la Digital Factory, on se trouve dans une structure, qui est là pour réaliser des produits et des solutions, digitales à destination des clients, qui soient, d'ailleurs clients internes ou externes à l'entreprise et cela doit être réalisé pour pouvoir adresser, bien sûr ces données, de production. Tout ça doit être adressé via des plateformes industrialisées, sécurisées et on va de fait devoir mettre un socle en place qui va nous permettre de garantir la vie et le run en fait de ces produits, de ces solutions. Et l'objectif, c'est d'avoir effectivement un socle qui nous permette de réduire, encore une fois, le time to market qui est au cœur en fait, des problématiques que doivent adresser, ces, digital factory. Par la suite, Benjamin va nous présenter les écueils. Benjamin, je te laisse. Oui, merci Sébastien. Donc oui, on souhaitait passer avec vous 6 grands écueils qu'on rencontre en règle générale lors de la mise en place d'une Digital Factory ou lors de sa vie. On va commencer par le premier. Déjà, ça va être l'alignement des parties prenantes. Donc, on se retrouve avec des Digital Factory qui sont créées par l'entreprise. On va avoir plusieurs types de parties prenantes, des directions différentes. On va avoir de la DSI, l'innovation, des branches business, chacune avec sa vision, ses contraintes qui peuvent être différentes. On l'a vu tout à l'heure, une DSI n'a pas du tout les mêmes contraintes et les mêmes objectifs que l'innovation, par exemple. On va avoir des intérêts et des roadmaps différentes. On va avoir des temps différents, une temporalité différente entre ces différentes structures, car leurs objectifs divergent. Et donc l'importance, donc Thomas en a parlé tout à l'heure, c'est de mettre en place une gouvernance donc claire, c'est surtout important, et relativement précise. Pas forcément complexe, au contraire. Il faut rester agile, on est sur une organisation qui a besoin de s'adapter, mais il faut que les rôles et responsabilités soient bien définis et les processus soient clairs et efficaces. Deuxième contrainte qu'on rencontre assez souvent, c'est l'inadéquation des compétences. Donc, Thomas en a parlé tout à l'heure. Donc, les équipes sont très importantes dans la structure de la Digital Factory. Et là, on va travailler sur des nouvelles technologies, des nouvelles organisations, des nouvelles méthodologies. Donc, ça fait beaucoup de choses nouvelles pour des équipes qui arriveraient sans avoir été accompagnées. Donc, l'idéal et le travail à faire, c'est de vraiment faire un point sur les capacités de l'entreprise à adresser ces sujets. Bien se connaître, c'est important. Et ensuite, on complète. On va compléter peut-être au début en se faisant accompagner à la mise en place de Digital Factory, même tout au long de sa vie, avec des partenaires et des sociétés externes. Mais très important, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir des équipes en interne, c'est de mettre en place des plans de montée en compétences. On va avoir la montée en compétences lors de la mise en place, mais on va avoir aussi des notions de maintien de compétences, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les technologies évoluent vite, et il faut prévoir
C'est tout ce maintien de compétences. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a les formations classiques, entre guillemets. Il y a les séances de coaching plus régulières, plus courtes et plus régulières. Et on va avoir aussi, c'est très lié à l'accompagnement des sociétés ou des partenaires, ça va être autour de la co-construction, du co-développement des équipes mixtes. Donc voilà, plusieurs pistes à traiter pour éviter ces écueils au niveau des compétences. Autre sujet qu'on rencontre assez souvent, c'est les budgets, la budgétisation qui ne correspond pas aux ambitions. On va avoir souvent un manque d'ambition, d'investissement qui n'est pas en adéquation avec les ambitions affichées, souvent lié à la peur de l'échec, à la peur de se lancer. Et ça a tendance à entraîner des demi-échecs. Donc on n'est pas sur des échecs complets, on va avoir des demi-actions, des demi-échecs, des choses qui entraînent des pertes de temps. Donc on perd du temps, on va arriver trop tard peut-être sur le marché, on va avoir de la perte d'argent parce qu'on va faire des analyses de marché, X analyses de marché qui finalement ne correspondent plus au marché à partir du moment où on aura développé le produit. Et on va avoir aussi la perte d'énergie de tout le monde, des partenaires et des équipes internes. Et aussi, le plus important pour les équipes, c'est la perte de motivation, puisqu'on va avoir l'impression de ne pas avancer. Autre souci qu'on rencontre, c'est le manque de définition claire sur les différents éléments constitutifs d'une Digital Factory. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait tout cet ensemble de contenus. Mais les définitions ne vont pas être claires au niveau de ce qu'est un produit numérique. Certains vont vous dire que c'est tout le service IT, d'autres ça va être des notions de marketing, d'autres plutôt juste des façons de vendre. Mais le numérique, c'est quelque chose de plus large, plus global. Ça reste une notion l'idée de connecter des systèmes aux personnes, que ce soit à travers les différents systèmes qu'on a déjà évoqués. Donc voilà, déjà rien que sur le numérique, on a des différences de définition. Il faut mettre en place de nouveaux modèles commerciaux qui correspondent à ces nouvelles notions. Et donc une stratégie vraiment globale sur le numérique au sein des entreprises à mettre en place avec des définitions claires. Que tout le monde s'entende sur ces définitions. 5e écueil et avant-dernier, ça on l'a depuis très longtemps, toute ma carrière je pense, c'est la technologie magie. Donc oui, les nouvelles technologies sont extrêmement puissantes, elles le seront de plus en plus. Oui, une Digital Factory doit s'appuyer sur un socle technique moderne et efficient, c'est relativement clair. Par contre, le problème qu'on rencontre assez souvent, c'est que cette technologie est choisie avant d'analyser ses besoins. C'est-à-dire qu'on retrouve le problème que la technique pilote la solution, alors que c'est le contraire, c'est la solution qui doit piloter les choix technologiques. Donc, il faut vraiment travailler sur une solution globale avant de faire les choix technologiques et bien se poser la question de comment répondre à mon besoin avant de choisir les outils. On ne va pas avoir un artisan qui va rentrer un clou avec une clé à molette parce qu'il aime bien sa clé à molette, c'est ça, il vient d'acheter. Et inversement, on ne va pas non plus avoir quelqu'un qui va serrer un écrou avec un marteau parce qu'il est habitué à son marteau, il a toujours eu son marteau et il a tout fait jusque-là avec un marteau. Donc, on a vraiment besoin de bien choisir ces outils. Et dernier écueil, donc la feuille de route à long terme. C'est important d'avoir une vision à long terme dans une Digital Factory, même si on travaille en petites itérations, en petites étapes, afin de rester agile, et pour pouvoir s'adapter à son environnement, au business, au marché, aux technologies qui évoluent très vite, je l'ai dit juste avant. Et on a besoin aussi de ces itérations pour réalimenter la machine, chercher des ROI rapides. Et par contre, la vision à long terme nous permet de nous intégrer dans les différentes roadmaps de l'entreprise, dans la transformation numérique de l'entreprise, des DSI qui sont des roadmaps à plus long terme. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur cette roadmap afin de la garder, d'avoir un plan, mais que celui-ci reste ajustable. Donc après ce passage en revue des principales difficultés qu'on peut rencontrer dans la mise en place d'une Digital Factory, je vais laisser Sébastien vous parler de la méthodologie, donc des principales stratégies afin de les éviter. Tout à fait, merci Benjamin. Donc
La stratégie en tout cas de mise en place, la manière dont nous on l'aborde, avec nos clients, on a résumé ça en 5 étapes. La première étape, c'est, la définition, de l'ambition. Cette définition de l'ambition, elle va, reposer sur, la stratégie numérique de l'entreprise, et ainsi que, la maturité de l'entreprise. Un des points importants, c'est, de savoir, d'avoir, un visu et de garder ça, au jour le jour, en visu, la stratégie de l'entreprise face aux technologies, mais aussi face à son secteur de marché. L'autre point, important, au-delà de la maturité de l'entreprise vis-à-vis, des nouvelles technologies ou vis-à-vis de la disruption, c'est sa capacité à s'adapter au changement. Donc, la Digital Factory va produire des solutions, va créer des produits. Ces produits ont vocation, dans le cadre d'une Digital Factory, à être déployés auprès des clients, encore une fois, internes ou externes, même à être scalés dans toute l'entreprise, on va le voir par la suite. Et il faut pour cela que, on ait une vraie culture et du changement, du change au sein de l'entreprise. Et bien sûr, la Digital Factory sera un des gros acteurs de la, mise en place de ce change et de l'utilisation de ce change, sur l'ensemble de l'organisation de l'entreprise. 2e étape, une étape de design. Dans cette étape, en fait, on va concevoir la structure, de la Digital Factory et des solutions. Donc on est vraiment sur les 2 niveaux, autant sur le niveau structurel de la Digital Factory, mais ces mêmes étapes peuvent être utilisées sur, le niveau, solution par solution. Donc dans cette étape-là, on va concevoir la structure, organiser aussi, concevoir l'organisation et organiser les équipes et choisir les bonnes méthodologies. Et en regard, de la position dont je vous parlais précédemment, de l'entreprise face aux technologies, on va, bien sûr choisir, les bonnes, la conception du socle technique, qui sera, mise en œuvre et qui sera bien sûr dans un cadre toujours d'évolutivité, mis à jour au fur et à mesure des différentes itérations. Il est aussi important de prendre en considération la position de l'entreprise pour effectuer une bonne conception, hein, n'est-ce pas? C'est important de prendre en considération la position de l'entreprise face à son secteur d'activité ou au nouveau secteur d'activité qu'elle souhaite adresser dans le cadre de cette, Digital Factory. Et pour finir, ne pas oublier que, l'objectif, c'est d'être, centré sur les besoins des utilisateurs et de faire, dans le détail pour, de la personnalisation pour les utilisateurs. Le point numéro 3, c'est le delivery. Dans cette étape, on est dans une étape de développement et de réalisation. Alors cette étape, elle part, de la phase, du UX/UI, de la phase de spécification, conception par user story ou autre, d'idéation, qu'on va avoir sur les produits ou sur les solutions, jusqu'à la phase de réalisation du 1er niveau de minimum, feature qu'il nous faudra. Et cette étape, va nous permettre aussi c'est dans cette étape qu'on va structurer l'équipe, avec, les bons skills pour adresser, le besoin qui a été exprimé par la phase de design. Un point important que l'on va retrouver, et qui nous provient en fait de toutes les méthodologies, Lean, c'est que, cette étape de delivery, doit, pouvoir, fournir des indicateurs de performance. On ne peut améliorer que, les éléments que l'on sait mesurer. Et donc il est important pour chaque étape, ou chaque, tâche, à l'intérieur de cette étape de delivery, de pouvoir mettre en place des indicateurs, de performance. L'étape suivante, l'étape de scale, alors juste une chose, c'est que à l'issue de cette phase de delivery, on a déjà un premier produit ou une première solution qui va pouvoir être diffusée. Si, maintenant on veut aller plus loin et la diffuser massivement à l'ensemble des clients, de cette solution, on va passer dans ce qu'on appelle une étape de scale qui va être là pour faire ce changement d'échelle, qui va
potentiellement adapter l'infrastructure et l'applicatif pour encaisser justement ce changement d'échelle. Et encore une fois, un des points importants de la phase de scale, c'est les indicateurs de performance, comme pour le delivery, pour nous permettre de pouvoir améliorer ce processus par la suite. La dernière étape, le refine, on est totalement dans cette injection et cette redéfinition de ce qui a bien fonctionné ou ce qui n'a pas bien fonctionné. Et on va réinjecter dans la phase de design l'ensemble des indicateurs, l'ensemble des KPI que l'on a pu mesurer tout au long de la chaîne de production, que ce soit lors du delivery ou du scale, pour améliorer à la fois la structure de la Digital Factory, ainsi que le design des solutions ou des produits qui ont été réalisés précédemment et qui auront de nouvelles versions dans le futur. Donc l'idée, c'est d'adapter la conception sur cette partie-là. La Digital Factory, elle oscille, notre observation, c'est qu'elle oscille entre deux bornes. La première borne, c'est une Digital Factory plutôt orientée startup, où là, on est sur du quantitatif. L'idée, c'est de générer beaucoup de solutions et de produits pour pouvoir disrupter massivement. Effectivement, dans ce cadre-là, on est plutôt sur 80% des produits ne vont pas passer dans du scale, ils vont s'arrêter à un sous-ensemble de clients, versus l'autre borne de la Digital Factory, ce qu'on a appelé accélérateur, où là, on va être vraiment sur de l'industriel, avec 80% des produits ou des solutions vont passer à la phase de scale, pour adresser massivement l'ensemble des clients potentiels pour une solution. Que l'on soit dans un mode ou dans l'autre, la Digital Factory et l'ensemble des solutions qui sont produites reposent toujours sur un socle sécurisé, industrialisé, et tous les produits demain, qu'ils aient atteint ou pas le scale et un niveau de maturité suffisant, vont pouvoir être scalés et apportés et être produits à un plus grand nombre. Benjamin, je te laisse parler des différentes typologies maintenant de Digital Factory. Oui, tout à fait. Donc, comme Sébastien l'a dit, on a vu la méthodologie pour la mettre en place, on a vu les différentes stratégies, ce qu'on voulait mettre dedans. Maintenant, on va voir un petit peu comment elle s'intègre au sein des structures. Comme l'a dit Thomas, il n'y a pas de Digital Factory type, un modèle qu'on pourrait répliquer, puisque chaque entreprise est spécifique et il faut s'adapter. Par contre, on a regroupé, ce qu'on remarque, on regroupe dans 3 grandes familles en fonction des typologies d'entreprises. Et on a envie d'en parler un petit peu avec vous et de vous montrer les forces et faiblesses de chaque typologie. Donc, on a déjà des Digital Factory qu'on a appelées internes, qu'on va retrouver intégrées au sein d'une business unit, au sein d'innovation, au sein d'une branche métier. Donc, c'est très intéressant parce qu'on va être très proche du métier, justement. Elles sont relativement rapides à mettre en place, puisqu'on fait très peu de changements structurels dans l'entreprise, et elles sont relativement peu coûteuses aussi, puisqu'elles restent assez simples à mettre en place. Par contre, les difficultés qu'on rencontre dans ce cas-là, c'est on risque d'avoir une multiplicité de Digital Factory par branche, par direction métier, et donc du coup une mutualisation, un partage de bonnes pratiques assez difficile à mettre en place dans ce cas-là. Autre type qu'on rencontre assez souvent, c'est la Digital Factory totalement externalisée, qu'on a appelée externe. Donc là, bien sûr, on va avoir une structure totalement autonome qui aura qui sera sa mini-entreprise avec son organisation et qui sera vraiment efficace car elle sera vraiment spécifique et efficace et efficiente pour son objectif. Elle aurait été faite pour. Par contre, en règle générale, on va avoir, c'est assez coûteux à mettre en place puisqu'il y a toute une structure à mettre en place. Et l'intégration dans l'entreprise se fait souvent plus difficilement puisqu'on va avoir des relations clients-fournisseurs moins fluides
que ce qu'on pourra avoir dans une Digital Factory plus intégrée dans l'entreprise. Dernière typologie qu'on rencontre, c'est un petit peu la croisée des deux mondes, ça va être une Digital Factory qu'on appelle transverse, donc qui reste intégrée à l'entreprise, mais qui est transverse à l'ensemble des branches et des organisations de l'entreprise. Donc là, on va avoir une Digital Factory qui va être aussi assez efficace. On pourra optimiser les coûts, mutualiser l'ensemble des ressources. On a une forte intégration dans l'entreprise, puisqu'elle reste intégrée entièrement dans l'entreprise. Et en plus, on va avoir un effet d'acculturation à l'ensemble de l'entreprise des nouvelles bonnes pratiques. Cependant, il y a de nombreux écueils à éviter. On a souvent une gouvernance qui reste compliquée, puisqu'elle est multi-branche, entre guillemets. On va avoir une perte d'autonomie, puisqu'elle va être très fortement intégrée avec les différentes branches, et énormément d'échanges autour des concessions. Voilà, il y a une gestion des concessions qui va être assez compliquée à faire entre les différents besoins des différentes branches et des SI existants. Donc voilà, on vous a présenté un petit peu l'ensemble de ces typologies, l'ensemble de ce qu'est pour nous une Digital Factory. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut y répondre, soit dans le chat, mais encore mieux dans l'onglet questions, si vous en avez. Peut-être en attendant que quelques questions arrivent, je vais juste vous rappeler que une fois par mois, nous allons partager sur le blog Selensa, en partenariat avec Microsoft, des billets de blog. Les prochains articles porteront sur un Rex avec un de nos clients et partenaires, Harry. L'organisation, le prochain blog, blog post sera sur l'organisation des équipes au sein de la Digital Factory. Ça sera suivi d'un post sur le socle technique et notre vision technologique partagée avec Microsoft sur ce socle. Pour finir, un article sur le financement des Digital Factory et fin juin, un livre blanc qui reprendra l'ensemble des articles qui vous auront été présentés, soit par les blog posts, soit par les prochains webinaires que nous ferons. Et pour finir, juste, je dirais que le replay du webinaire sera accessible dès demain sur le site web de Selensa, et vous aurez aussi un mail avec le lien pour pouvoir le visionner directement. Si pas de questions, eh bien, nous allons mettre un terme à ce webinaire. Nous vous remercions encore chaleureusement pour votre participation. Espérons que notre vision et les éléments qu'on vous a apportés nourriront votre réflexion. Et nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question plus tard. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon Au revoir. après-midi, au revoir. Merci, au revoir.